Salut, c'est Anaël. La question d'aujourd'hui nous vient de Claire qui me dit: «D'où dans le temps parle mon narrateur? Soit il parle d'un point qui se situe dans le futur, auquel cas le narrateur raconte une histoire passée pour lui, soit le narrateur est dans le temps présent tout le long du récit, donc il raconte quelque chose qui est contemporain de lui, soit, et c'est ce qui m'intéresse, nous dit Claire, plus dans mon cas, un peu des 2. L'histoire serait racontée au passé, jusqu'à un point du présent du récit, où le personnage fait comme un retour sur expérience. Ok, donc en gros, on a un personnage qui est, par exemple moi, au temps T, qui vous dit, tiens, la semaine dernière, il m'est arrivé tel et tel et tel, tel truc, ce qui m'a amené aujourd'hui à vous parler, et après, maintenant, je vous raconte en temps réel ce qui est en train de m'arriver. Là, je vous raconte, je vous fais une vidéo, et puis là, ensuite, je vais aller faire je ne sais quoi, et après, j'ai un appel avec mon groupe d'accompagnement structurel, où on va faire la planification du mois, et etc., etc. Et ça, je vous le raconterai au moment où ça se passe. C'est même pas de la prospective. La question, c'est, je devine les effets les effets des différents choix, mais c'est flou pour moi. C'est beaucoup de F. Je devine les effets des différents choix, mais c'est flou pour moi. Dites ça très vite, 10 fois d'affilée. Probablement d'autres aspects que je ne vois pas. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait d'autres aspects que tu ne vois pas, Claire. Pour moi, c'est ça. Alors, l'effet que ça va avoir, il est assez marginal en fait, parce que le lecteur, les lecteurs sont assez, comment dire, habitués à lire, et ils ont facilité à se relier à un récit. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de lire des récits qui sont au passé et à les lire comme des choses très vivantes, très présentes. C'est-à-dire que même quelque chose qui nous a raconté à distance, c'est comme un artifice en fin de compte. Au moment où on lit les scènes, on est présent dans la scène, même si c'est une scène qui est dans le passé. Mais c'est pareil, si je vous raconte quelque chose qui est lié à un enjeu fort que j'ai pu vivre, je sais pas moi, comme euh, qu'est-ce que j'ai pu faire récemment, je ne sais pas. Alors pas quelque chose qui est lié à un enjeu fort, mais la découverte, quelque chose d'émotionnel. Là, c'était les vacances scolaires, et puis mon fils avait envie de tester un truc qu'il avait vu sur internet qui s'appelle le acrylic pouring, qui est une technique de peinture qui consiste à euh, superposer des couches de couleurs d'acrylique dans un gobelet, et on retourne le gobelet sur une toile, et on soulève le gobelet, et ça, la peinture se déverse petit à petit. Elle est liquéfiée par un adjuvant qui est de la colle, et en fait, elle est un peu liquide comme du miel, et elle coule comme ça sur la toile, et petit à petit, ça crée des motifs. Et si vous rajoutez en plus de l'huile de silicone ou du silicone, peu importe, ça va créer des cellules sur la toile qui font ressortir en fait les couleurs qui sont en dessous. Et donc ça fait des effets assez intéressants, complètement aléatoires, en tout cas pour l'instant, au stade de découverte où il en est, mais esthétiquement assez plaisant. Donc forcément des motifs plutôt abstraits, et puis voilà, c'est cette espèce de déversement des couleurs et de superposition des couleurs qui fait que ça mélange pas, et on a différentes couleurs qui coexistent sur la toile. Et donc il était très excité par ça, et il m'a demandé au début des vacances, tiens, je lui propose à chaque fois quelles activités il a envie de faire. Il me dit: «Ah, j'aimerais bien faire ça et tout», donc on a regardé le matériel qu'il fallait. On est allé au magasin de peinture. Moi, j'adore les magasins de peinture. Il y a enfin, et puis d'art en général, et de papeterie en général. Je trouve ça fascinant, tous les outils qu'on a pour faire de la couleur, pour faire des marques. Je regardais les crayons, je regardais les gommes, je regardais les papiers. Il y a tellement de papiers différents, c'est formidable. Donc on arrive, et puis on avait repéré sur internet un kit de peinture d'acrylique d'initiation à cette technique-là, quoi, avec différentes couleurs déjà en place, enfin déjà dans le paquet. Et quand on arrive au magasin, ce kit n'était pas disponible, mais il y avait une gamme de peintures déjà mélangées, parce que le principe c'est qu'on mélange donc l'acrylique avec la colle, et les personnes expertes le font elles-mêmes leur mélange. Et bon, c'était une étape qui n'était pas forcément très intéressante pour débuter, et en plus, certainement que ça allait nous demander d'acheter des quantités des volumes de matériel pas compatibles avec le fait que c'était une nouvelle activité. Je lui ai dit, bah tu testes, évidemment si ça lui plaît on va continuer, mais bon, pour commencer on va partir sur des choses sur le minimum, quoi. Donc mais ce qui était cool, c'est qu'il y avait
des il y a une gamme de peintures pré-mélangées avec plein de couleurs. Donc je lui dis: «Bah, tu as qu'à choisir tes propres couleurs» et là, il était excité par ça. Il y avait toute cette possibilité. Il était là: «Est-ce que si je prends cette couleur avec cette couleur, ça ira bien?» Il se projetait dans le tableau qu'il allait pouvoir faire et puis on a choisi les différentes couleurs, on a rajouté le silicone, on a vu qu'il y avait différents papiers. J'ai découvert qu'il y avait des blocs de toile de peintre comme des blocs de papier A4 là qu'on achète nous pour écrire. Il y a des blocs de toile, c'est assez formidable. J'imagine même pas que ça existe. Et puis donc on a vu plein de trucs. Il a vu une mini toile de je sais pas 5 cm par 5. Il a trouvé ça formidable. Il a voulu prendre ça, donc on a pris ça. Et il y avait beaucoup, c'était très excitant quoi. Puis on arrive, on passe en caisse, on rentre à la maison. Puis là il a fait ses peintures et il avait cette application très forte de quelque chose qui l'intéressait. Hop, il mélangeait ses trucs. Il a choisi ses gobelets aussi. On a choisi les gobelets qu'il fallait. Et il a fait ces trucs, il a eu la rencontre avec la réalité qui est toujours un peu frustrante, où finalement ça coulait pas comme il pensait, ça donnait pas ce qu'il voulait, ça recouvrait pas complètement la toile, c'était pas exactement comme dans son imaginaire. Et ça c'est intéressant pour nous aussi parce que quand on écrit, on a une imagination très forte de ce qu'on va pouvoir produire, et au final, bah, la réalité est différente. Et apprendre à faire avec ce qui sort de nous, du texte, de la pratique, apprendre à faire avec la réalité, c'est essentiel pour nous. Et donc, voilà, et ça a donné lieu à son activité. Et je m'arrête là, OK? Et pendant tout le temps où je racontais ça, ça s'est passé il y a une semaine, heu, quand vous imaginez ce que je vous raconte, quand je vous le raconte en plus avec de l'intensité, quand je mets vraiment du cœur dans ce que je vous raconte, je suis pas en train de vous dire: «Oui, on est allé acheter de la peinture» et cetera. Je vous décris les détails, je vous décris, je suis pas rentré dans le détail des détails des sensations et des couleurs, mais j'aurais pu. Ça vous amène en fait au moment, dont je vous parle, et même moi-même, au moment où je vous le raconte, je suis en train de le revivre. Donc en fin de compte, cette question du passé, elle est relativement artificielle, OK? C'est une construction de notre esprit qui range les événements, heu, sur une ligne temporelle. Mais dans la réalité de l'expérience vécue, elle est immédiate. C'est-à-dire au moment où je vous raconte cette expérience-là, cette visite du magasin de peinture, vous êtes en train de la vivre avec moi. Moi, je suis en train de la vivre et je vous la transmets, et vous êtes aussi en train de la vivre. Et on est comme sorti du temps à ce moment-là. Bon, mais on sait quand même que ça se passe pas tout de suite, et que, moi, je trie dans l'expérience que j'ai eue, et je vous donne seulement à voir un certain nombre d'éléments. C'est vrai aussi d'un récit au présent. Ce que je vous raconte, si je vous raconte maintenant que je suis en train de faire la vidéo, je suis pas en train de vous dire tout ce qui m'entoure, je suis pas en train de vous parler, j'en parlais dans la vidéo sur l'ellipse, mais ma fenêtre ici donne sur la rue, je vois passer des silhouettes, je m'interromps pas à chaque fois en disant: «Ah tiens, quelqu'un passe. Ah tiens, bah là, il y a personne. Tiens, il y a des barrières de chantier dehors parce qu'il y a des gars qui sont en train de faire des travaux, derrière». Qui tape contre le mur depuis, depuis ce matin. J'en ai marre. Je vous parle pas de ma porte ouverte vers le reste de ma maison, des choses comme ça. Donc je trie les informations. La seule différence, en fait, la différence principale qu'il va y avoir entre, elle est pas, elle est marginale, mais elle est quand même, elle vaut la peine d'être soulignée. Entre un récit qui est fait d'un locuteur présent sur quelque chose de passé, c'est-à-dire que moi je vous raconte un truc qui a déjà eu lieu, ou alors je vais vous raconter quelque chose au moment où je le vis, c'est, j'ai envie de dire le facteur risque. C'est-à-dire que quand je vous raconte aujourd'hui, là, je suis en pleine forme et cetera, je vous raconte un truc qui s'est passé, vous savez que l'issue elle est que, bah, aujourd'hui je suis en train de vous raconter une vidéo, je suis en pleine santé et cetera. Quand je vous raconte quelque chose au présent, en particulier si c'est un récit dans lequel il y a des enjeux émotionnels forts, il y a des enjeux même peut-être physiologiques pour votre personnage, des prises de risques, et cetera. Quand je vous le raconte au moment où ça se passe, vous ne savez pas encore dans quel état je vais être quand je vais vous quand je comment ça va se terminer en fin de compte. Vous n'avez pas la certitude que, je vais bien m'en sortir. Aussi bien je peux, finir, mort, pendant que je vous raconte le truc. Je peux vous dire: «Ah tiens, là je vais essayer de passer d'un toit à l'autre et ah je glisse, boum!» OK? Fin du récit. Donc il y a comme une sorte de, j'ai envie de dire, de suspense, mais c'est pas tout à fait ça. Il y a une sorte de suspension peut-être de l'issue en plus. Il y a une sorte de ri j encore une fois, cette notion de risque, il y a un risque en plus pour le lecteur. C'est-à-dire que au moment où ça se déroule pour le personnage, je suis en train, moi, de le vivre. Et il y a quelque chose de l'ordre de, quand je vous raconte quelque chose que j'ai vécu, je peux filtrer l'information. Je peux déjà, pardon, ça a dû faire un coup dans le micro. Je peux déjà,
j'en suis distant, émotionnellement. Même si je peux remettre de l'émotion, même si je peux aller le revivre, je peux aussi en ressortir. Quand je suis en train de le vivre, l'émotion, elle est immédiate. Donc moi, ce que j'aurais tendance à dire par rapport à la question de Claire, c'est que la grande différence, elle se situe là. Mais elle n'existe que si je l'utilise. C'est-à-dire que si, c'est juste un artifice où je vais faire du passé, puis je vais arriver maintenant, puis je vais aller dans le présent, ben, OK. Par contre, si mon personnage, quand il est là et qu'il raconte ce qui s'est passé avant, hem, nous informe finalement du fait que l'issue de ce qu'elle raconte a été positive ou en tout cas a été, relativement neutre. Il faut qu'au moment où je bascule dans le présent, je joue aussi sur ça, sur le fait qu'il y ait moins de filtre émotionnel, sur le fait qu'il y a plus d'immédiateté dans ce qui est vécu, que peut-être alors j'ai pas envie de dire que le récit va être plus chaotique parce que c'est pas exactement ça, mais qu'en tout cas, le filtrage des informations va être un peu plus, mmh, dans l'immédiateté, quoi. C'est-à-dire qu'on va moins facilement pouvoir savoir tout de suite ce qui est important ou pas parce que le personnage est en train de le vivre et peut-être qu'il va y avoir une sorte de confusion à certains moments qui va être plus importante. Peut-être qu'il va y avoir, justement des enjeux sur des moments de bascule où on ne saura pas finalement dans quelle direction ça va basculer puisqu'on n'a pas ce rapport, nous lecteurs, au personnage présent en train de nous raconter qui est, à l'abri quoi, qui a l'air d'être remis des événements. Donc je pense que ça se joue là-dessus, ça va essentiellement se jouer là-dessus. C'est-à-dire que par rapport à des questions comme ça, de manière générale, je vais généraliser un petit peu ma réponse, il faut toujours vous demander quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça me permet en fait, de changer de temps de récit? Qu'est-ce que tout d'un coup, comment est-ce que ma perspective elle change? Ma perspective sur ce que je raconte? Comment est-ce que mon personnage il est différent du fait qu'il est en train de me raconter quelque chose qu'il est en train de vivre, par rapport à quelque chose qu'il a vécu? Comment est-ce qu'il est différent par rapport aux événements qu'il est en train de me narrer? Si j'ai un personnage qui est trop protégé en fait de ce qu'il est en train de vivre, alors que je suis en train de faire une narration au présent, ben, est-ce que je suis vraiment en train d'aller exploiter tout ce que je peux exploiter de cette narration au présent? Donc voilà. Après, de manière plus globale par rapport au temps du récit, le passé, c'est un temps qui permet effectivement plus de distance émotionnelle que le présent. Le présent, c'est un temps qui est très, 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 proche de l'action, donc forcément les émotions sont immédiates. Elles sont pas Les événements n'ont pas été digérés, ils n'ont pas été interprétés, ils n'ont pas été analysés, ils n'ont pas été classés, voilà, il y a pas cette distance-là que permet le passé. Une petite, note encore par rapport à ça et après je m'arrête, c'est qu'il est important, par rapport à ce procédé-là, je pense, d'être très clair sur le fait que le narrateur est maintenant en train de raconter quelque chose qui lui est arrivé. C'est-à-dire que pendant la narration au passé, ça peut pas être juste une narration au passé, ça peut, mais est-ce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant? Juste une narration au passé classique, où finalement on ne sait pas si le narrateur c'est l'auteur qui est à distance ou si c'est le personnage qui est impliqué. Alors évidemment, si c'est une narration à la première personne, ça va se passer, enfin ça va être clair, mais je pense que dans des récits comme celui-là ou dans des procédés comme celui-là, c'est important de bien situer le narrateur présent, le narrateur contemporain. C'est-à-dire, je suis là aujourd'hui, dans ma chambre, en train de me remémorer les 3 derniers mois. Quels 3 derniers mois, quel trimestre je viens de vivre, ça a été incroyable, voilà tout ce que j'ai vécu, ça a commencé à tel endroit. Une sorte de mise en situation qui est importante pour que le lecteur puisse justement euh, vraiment prendre la mesure de ce passage entre les deux temporalités du récit. Sinon, ça risque de rester très artificiel. Donc, encore une fois, c'est un peu large comme réponse parce que il faudrait regarder précisément dans ce récit-là à quel moment s'opère la bascule, pourquoi elle s'opère à ce moment-là, et ce que permet le passage à une narration présente dans la deuxième partie du récit. Euh, donc forcément, j'ai pas ces éléments-là en main, donc je peux pas faire une réponse aussi précise. Mais donc pour synthétiser de manière globale, le récit au passé permet plus de distance par rapport aux événements, il permet plus de sécurité du lecteur, en tout cas que le lecteur sente que le narrateur est plus en sécurité qu'une narration au présent, puisqu'on a déjà la certitude que le narrateur est en capacité de nous raconter le récit, donc ça veut dire qu'il s'en est sorti, à tous les niveaux, hein, ça peut être émotionnel comme physiologique. Deux, si on choisit un procédé narratif qui consiste à briser en fait les codes qu'on a donnés, il faut ben, contextualiser ces codes. C'est-à-dire qu'il faut dire voilà un petit peu pourquoi c'est important que mon récit soit au passé, voilà ce que ça dit de mon personnage et voilà pourquoi c'est intéressant de passer au présent.
Troisième point, le présent, c'est un temps de l'immédiateté, donc il faut jouer sur cette immédiateté-là, à la fois pour le lecteur et pour le narrateur, en sachant également que, le passé, en réalité, est aussi un temps de l'immédiateté puisqu'on raconte des scènes de manière vivante. Donc la nuance, elle existe, mais il faut aller la trouver, il faut vraiment l'exploiter. Voilà, je pense que la réponse, elle se situe à peu près par là. Évidemment, il faudrait que je rentre plus dans le détail. Alors, je vais parler avec Claire tout à l'heure sur une séance individuelle, donc on va pouvoir rentrer justement dans ce détail-là. Mais en tout cas, voilà, de manière générale, ce qui est intéressant pour vous, c'est de vous dire que tout est possible en termes de narration, mais simplement, quand vous faites un choix narratif, il n'est pas anodin, et il ne faut pas qu'il soit juste gratuit et qu'il soit artificiel. C'est intéressant quand vous faites des choix narratifs de vous interroger sur la portée de ces choix et d'aller observer, plutôt que comprendre, mais observer vraiment le potentiel que ces choix narratifs vous offrent et vous demander comment vous pouvez exploiter ce potentiel au mieux pour votre histoire et pour votre lecteur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.